À l'occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, notre journaliste Amira Mafoudi a rencontré Anita Traoré, présidente et fondatrice de l'association Chance et Protection pour toutes. Dans cette vidéo publiée sur C'est Carré, le média réseaux sociaux de TV5 Monde qui réveille la curiosité des 15-18 ans, Anita brise les idées reçues sur l'excision et les femmes excisées. Regardez. Je suis une femme excisée, bien sûr que je suis une femme africaine. Bonjour, c'est Anita pour C'est Carré. On démonte ensemble les idées reçues sur l'excision à l'occasion du 6 février, Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines. Je suis une femme excisée, bien sûr que je suis une femme africaine. Enfin, en tout cas, c'est ce qui revient très régulièrement, très souvent dans les discussions lorsqu'on parle de mutilation sexuelle féminine. L'excision concerne plus de 230 millions de femmes à travers le monde. L'excision concerne 4 continents. L'excision concerne à la fois les Africaines, mais également les Européennes. Jusqu'au 19e siècle, l'excision concernait des femmes européennes. Elles étaient excisées notamment pour guérir de l'hystérie et de la masturbation féminine. Donc tout ça, c'est pour avoir le contrôle sur le corps et sur la sexualité des femmes. Je suis une femme excisée, bien sûr que je suis chrétienne. Non, je déconne, mais souvent quand on parle de l'excision, on pense que c'est plutôt justement que ce sont des personnes de confession musulmane qui pratiquent beaucoup. L'excision est pratiquée en Égypte. L'Égypte est l'un des premiers pays en termes de chiffres à pratiquer le plus d'excision, notamment l'excision médicalisée. En revanche, ce n'est pas du tout le cas ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Et donc si c'était religieux, si c'était de confession musulmane la pratique, je pense que ça existerait aussi dans ces pays-là. Je suis une femme excisée, bien sûr que mes parents sont illettrés. Non, en tout cas, généralement, on pense que les personnes qui font exciser leur enfant sont des personnes qui ne comprennent rien à la pratique. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 8 ans. Mon père était professeur de philosophie et ma mère était journaliste, donc je suis née et grandie dans une famille totalement lettrée. Je suis une femme excisée, bien sûr que je ne parlerai jamais de mon excision. On parle pas beaucoup de l'excision, on laisse les autres souvent parler à notre place, les ONG, les associations européennes, etc. Mais de plus en plus de femmes prennent la parole. On n'a pas parlé pendant très longtemps parce que la sexualité est tabou, le corps de la femme est tabou dans toutes les communautés, dans tous les pays. C'est très intime aussi. Et je pense que notre génération à nous, clairement, ne fera pas exciser ses filles. C'est une certitude. On comprend que ça a de vraies conséquences sur la santé de la jeune fille et sur la santé de la femme. C'est important que nous, que ça soit nous, notre génération, qui arrête tout ça et qui mette un stop aux mutilations sexuelles féminines. Le président américain Donald Trump a lancé il y a 2 jours un site internet qui doit permettre aux Américains d'accéder à des médicaments à prix réduit, un enjeu majeur aux États-Unis où ces tarifs sont parmi les plus élevés au monde. Bonjour Florent Krebsek. Bonjour. Déjà, à quoi ressemble ce site et comment fonctionne-t-il ? Bon, on va commencer par le nom de ce site. Trump, voilà, comme ça c'est clair, on peut difficilement faire plus simple. Il s'agit plus exactement de Trump RX. Vous le voyez, le président a animé lui-même la présentation de ce site, destiné donc à baisser fortement le prix de dizaines de médicaments parmi les plus prescrits aux États-Unis. En naviguant sur ce site trumprx.gov, les citoyens américains peuvent se rendre compte des baisses accordées. Ils obtiennent un bon qui permet d'obtenir ce prix à la baisse en pharmacie. La Maison-Blanche affirme que pour obtenir ces réductions, eh bien, elle a signé des accords avec les géants américains de la pharmacie et mis la pression via les fameuses taxes douanières aux pays et aux laboratoires étrangers. Pour Donald Trump, justice a été rendue. On l'écoute. Le peuple américain subventionnait le coût des médicaments pour le monde entier. Et cela ne se passera plus comme ça. Tout le monde savait depuis 30 ans que c'était injuste. Mais personne n'a rien fait. En vertu des accords que mon administration a négociés, les États-Unis paieront le prix le plus bas en vigueur par rapport à n'importe quel autre pays. Concrètement, Florent, est-ce qu'on peut donner un exemple d'une baisse de prix sur un médicament grâce à ce site ? Oui, bien sûr. On va parler, en bon français, d'un véritable best-seller aux États-Unis. J'ai nommé l'Ozempic. Ces solutions injectables sont utilisées comme antidiabétiques, utilisées également dans un objectif de perte de poids. Ce médicament est produit par le laboratoire danois Novo Nordisk et selon la présentation faite par le président américain, eh bien, la boîte de ce médicament passe de $1 000 à $199. Ça représente une baisse notable de 80%. Alors $199, Donald Trump affirme qu'il s'agit du prix le plus bas pour le monde entier. C'est faux. Pour l'instant en France, la même boîte coûte 70 €. Et cette annonce sur les médicaments arrive à un moment clé pour l'administration Trump. Ah oui, un moment effectivement clé. Elle intervient, cette annonce, à 9 mois d'une élection cruciale pour la suite de son mandat, Donald Trump, les midterms, le renouvellement de l'Assemblée de la Chambre des représentants, 1/3 du Sénat et le renouvellement des 2/3 des gouverneurs. Cette annonce arrive également au moment où
où l'administration Trump prend conscience, et c'est dans tous les sondages, du mécontentement de la population sur le coût de la vie. Merci beaucoup Florent Krebsek pour cette démonstration très précise. On va justement continuer à parler de la question des prix des médicaments et plus largement du système de santé aux États-Unis avec Céline Jegui. Bonjour, vous êtes spécialiste des politiques sociales et de santé. Vous avez été conseillère aux affaires sociales de l'ambassade de France aux États-Unis. C'était entre 2016 et 2021. Et vous avez rédigé une note en 2023 pour la Fondation Jean Jaurès dans laquelle vous comparez les systèmes de santé de la France avec celui des États-Unis avec comme question de départ, vaut-il mieux être malade en France ou aux États-Unis? Alors Donald Trump affirme que les États-Unis subventionnent les médicaments dans le monde. Déjà, est-ce que c'est vrai? Oui, bonjour. Alors, c'est pas tout à fait faux en réalité, parce que en raison de l'absence de contrôle des prix des médicaments aux États-Unis, les laboratoires font dans ce pays des bénéfices très importants qui leur permettent de financer notamment une partie de la recherche et également de pratiquer dans d'autres pays des prix largement inférieurs à ce qu'ils sont aux États-Unis pour ouvrir leur marché. Alors son site Trump RX dont vient de nous parler notre journaliste qui permet d'acheter des médicaments moins chers, est-ce que c'est une solution efficace pour les malades ? Alors oui, effectivement, ça permet en tout cas à une partie des malades d'obtenir des médicaments moins chers que ce qu'ils peuvent trouver sans cet accès à... Finalement, le site, il donne des coupons pour avoir des réductions dans les pharmacies essentiellement, donc ça peut être utile. En revanche, le problème que ça pose, c'est que finalement, ça existe déjà aux États-Unis. Il y a plusieurs plateformes, certaines plateformes de laboratoires pratiquent des prix réduits. Il y a également une grande plateforme qui existe depuis 2011, qui s'appelle GoodRx, qui propose des milliers de médicaments à prix réduit, alors que le site TrumpRx, lui, n'en propose à ce jour que 43. Aucun des prix des 43 médicaments proposés par le site TrumpRx n'est inférieur à ce qu'il est sur GoodRx. Donc, bon, c'est une nouveauté sans en être une. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une solution totalement novatrice. C'est surtout une action politique pour montrer que le gouvernement est très préoccupé par le prix des médicaments aux États-Unis qui pose effectivement un réel problème. Céline Jegui, pourquoi est-ce que les États-Unis ont l'un des systèmes de santé les plus coûteux parmi les pays riches ? Alors, c'est même pas l'un des systèmes de santé les plus coûteux, c'est le système de santé le plus coûteux. En fait, les États-Unis consacrent 18% de leur PIB à la santé. Le deuxième pays où c'est on peut dire le système de santé le plus coûteux, c'est l'Allemagne avec environ 12,8 à 13%, et la France, on est environ à 12,3%. Donc, c'est vraiment le plus coûteux. Alors, une des raisons que j'ai déjà évoquées, c'est l'absence de contrôle des prix des biens et services médicaux. Donc, le rôle de l'État est très limité aux États-Unis en matière de santé. Il surveille les épidémies, il finance la recherche et il assure une partie de la population à travers quelques programmes publics, mais ce ne sont que 37% des Américains qui ont une assurance publique. Donc cette absence de contrôle des prix fait que effectivement les laboratoires fixent les prix qu'ils veulent aux États-Unis, mais les médecins également. Merci. L'autre raison. Merci beaucoup, merci. Le temps presse. Merci beaucoup Céline Jegui pour cet éclairage. Dans l'actualité également, les Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina sont officiellement ouverts. La compétition a commencé avec le ski alpin et son épreuve reine, la descente masculine. C'est le Suisse Franjo van Halmen qui a décroché la médaille d'or. Les Italiens Giovanni Franzoni et Dominique Paris ont complété le podium. Marco Odermatt, autre Suisse qui était pourtant favori, termine lui à la 4e place. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 64 minutes. Dans notre débat, on se posera cette question. Le réchauffement climatique peut-il tous nous conduire vers un froid polaire? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'infos sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, Terrienne se penche sur la paternité, un sujet qui est longtemps resté le parent pauvre, si je puis dire, de la recherche scientifique. Que se passe-t-il chez un homme quand celui-ci devient père? Quel impact biologique la paternité a-t-elle sur le corps masculin? Autant de questions qui sont au cœur de ce documentaire. Paternité, une métamorphose décryptée de nos partenaires Arte. Devenir papa est une aventure bouleversante dans la vie d'un homme. C'est aussi une révolution physiologique dont on ne soupçonnait pas l'ampleur il y a encore une vingtaine d'années.
Nous en savions beaucoup sur le cerveau de la mère, mais bien moins sur celui du père. Aujourd'hui, des chercheurs du monde entier s'emparent de la question de la paternité. On sait qu'aujourd'hui, les pères passent 4 fois plus de temps avec leur enfant qu'il y a 50 ans. Un changement qui entraîne une profonde mutation. Alors pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui d'instinct maternel et non d'instinct paternel ? Je ne suis pas sûre qu'on peut parler d'instinct, ni pour une femme d'ailleurs, ni pour un homme. C'est plutôt des potentiels qui sont présents dans notre corps et qui peuvent se relever si le contexte est en place pour que ça se produise. Et ce qu'on sait aujourd'hui chez les hommes, c'est que s'ils sont en contact avec les enfants et ils passent du temps avec les enfants, il y a vraiment toutes ces transformations biologiques qui se mettent en place, qui fait que les pères sont hyper aptes, en fait, et ils sont construits d'une manière biologique pour faire ces tâches, en fait, autant que les femmes. Alors, si la naissance d'un enfant représente un bouleversement dans la vie d'une femme, elle l'est aussi dans la vie d'un homme, et cela à bien des niveaux. C'est un jeu hormonal, en fait, qui se met en marche dans le corps des hommes. Et ce qui se passe, c'est que pour le cortisol, qui est l'hormone de stress, ça, on voit un pic chez les hommes en attendant le moment de l'accouchement. Et on voit aussi un pic dans l'oxytocine, qui est cette hormone d'amour, on l'appelle, qui est vraiment l'hormone de l'attachement. Et en testostérone, on voit une baisse, en fait. Et cette baisse-là, elle est assez conséquente. Et ils ont découvert que plus les hommes sont investis dans les soins des enfants, plus cette baisse de testostérone est importante. Et parmi les nombreuses idées reçues, l'une d'elles nous incite à croire que les pères se lèvent moins la nuit parce qu'ils n'entendent pas ou ne reconnaissent pas les cris de leur bébé. Les récentes recherches viennent démentir cette croyance. Toute personne est capable de reconnaître le pleur d'un bébé, de l'identifier. Dans tout plein de bébés, d'identifier ce qui pourrait être leur bébé et de savoir quel type de cri, est-ce que c'est un cri de joie, de détresse, d'anxiété, qu'est-ce que ça veut dire de décrypter ce cri-là. Et c'est pas du tout une question de sexe, c'est une question tout simplement de combien de temps tu as passé avec ce bébé. Voilà, toutes les infos sont à retrouver sur le site de TV5 Monde à la rubrique Terrienne. À la semaine prochaine.